PoliCQ, épisode technique, je suis convié de Michael. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Je vais bien, toi? Très bien aussi. On va aborder aujourd'hui les dénis de service et dénis de service distribués, tout dépendant comment on veut aborder la chose. Vous êtes dans une position particulière puisque vous êtes aux premières loges de ce genre d'attaque-là. Il y a eu cet automne au Québec et à travers le monde d'ailleurs des attaques qui ont été faites de cette nature-là sur des sites de courts moments où les sites sont devenus indisponibles parce qu'il y a eu une surcharge de communication. C'est une des stratégies de déni de service, c'est pas la seule. Vous autres, vous voyez, vous êtes capable de les intercepter. Ceux qui ont été, évidemment, j'ai fait une petite pub, qui étaient protégés à travers vos services ont été libres de problèmes, donc ils pouvaient dormir la nuit. Ceux qui ne l'étaient pas dormaient peut-être un peu moins bien pendant ces périodes-là. Ces attaques-là sont vieilles comme le monde parce que ça fait très longtemps qu'elles sont utilisées et que, perso, je comprends pas qu'en 2023, on n'a pas encore plus de conscientisation de ce genre de choses-là, donc de mesures de protection face à ce genre de choses-là à ce moment-là parce que ça fait longtemps. Et si on prend un cas qui a fait école essentiellement, puis que c'est Crab, qui s'est fait littéralement détruire son site. C'était l'asile. Ça a été à l'époque le plus gros déni de service que j'avais jamais existé. Et ça en est un. Maintenant, on en a d'autres choses. On est dans un contexte géopolitique instable. Là, au moment où on se parle, on a la guerre en Ukraine, ça fait plus qu'un an et demi même, puis on s'en va quasiment vers 2 ans comme il faut. On a la guerre en Israël, bande de Gaza qui a éclaté il n'y a pas si longtemps. Ces événements-là ne se limitent plus maintenant qu'à de la guerre kinétique avec des gens avec des fusils et des bombes. On le voit beaucoup dans le monde virtuel, on le voit beaucoup dans ces éléments-là et les dénis de service fait partie des stratégies qui sont utilisées. Donc, tout ça mis en place. Je te lance la balle avec cette grande introduction. Wow, tu me lances la balle pour vrai, puis merci pour la shameless plug. Je te dirais que pour commencer, moi, souvent, comme tu le disais, là, je pense que t'as levé le point sur quelque chose d'intéressant, comment ça se fait qu'en 2024, ça existe encore. C'est toujours une question stupide qui revient, mais c'est toujours une question. Dans un, il y a le budget pour se défendre contre ça. Tu sais, la plupart des entreprises, des approches, tu leur parles de comment, faudrait qu'on fasse ci, faudrait qu'on fasse ça. La première réponse, c'est non, parce que ça coûterait trop cher. Ça, c'est tout le temps la première question qui se pose, parce que en réalité, moi, le point que j'amène tout le temps quand on me pose la question, c'est il est où ton single point of failure? Tu sais, en anglais, quand on parle de ça, on parle de si j'attaque à une place, là, qu'est-ce qui tombe? Puis là, c'est ça la vraie question qui est à se poser. Est-ce que c'est le DNS? Est-ce que c'est l'application? Est-ce que c'est des fois l'application qui peut être le portail d'entrée vers finalement toute une infrastructure au complet? Si tu vois ce que je veux emmener très rapidement, là, on s'entend-tu que si le DNS tombe, c'est comme si on faisait tomber l'annulaire téléphonique demain matin, là, tu sais, c'est comme il n'y a plus d'accès à rien qui se fait, là, c'est fini. On a juste besoin d'attaquer à un endroit puis c'est fini. Si on attaque un site web, là, on trouve le petit point qui est dangereux sur le site web, puis des fois c'est plate, on pense qu'un DDoS, ça vient en forme de hey, il y a une armée qui nous attaque, puis ça sort de partout. Des fois, c'est une requête qui vient de faire tomber le jeu de cartes. C'est tout ça qui est dur à bien identifier, bien planifier. Puis je trouve ça tellement drôle parce que dans les derniers mois, j'ai tellement eu des appels loufoques pour me dire est-ce que tout va bien? Comme on dirait que personne n'a rien checké. Tu sais, autant que d'un côté, genre les métriques où tout est en place, c'est quand tu as un minimum de visibilité, un minimum de surveillance des infrastructures, tu es capable de dire, écoute, je vois pas grand-chose, là, il se passe rien, les ressources, mes machines dorment au gaz, je vois rien de spécial qui se passe, il n'y a aucun site qui run au ralenti, ou il n'y a aucune application, finalement, qui fait défaut. Mais quand on se pose la question, par exemple, on se gratte la tête, puis que moi, exemple, de mon côté, je regarde dans mes ressources, puis c'est là que c'est très intéressant parce que j'ai vu les deux extrêmes. J'ai vu des extrêmes du monde qui savent pas en tout ce qui se passe. Tu vois qu'ils ont vraiment coupé sur le budget de surveiller leur machine, surveiller qu'est-ce qui se passe, comment que ça se passe en réalité. Puis de l'autre côté, t'as l'autre extrême de moi qui regarde mes machines, qui se pose des sérieuses questions. Il y a personne qui m'appelle, mais moi, je vois un firewall qui est rendu 25 firewalls, 50 firewalls déployés,
pour maintenir une surge qui vient de nulle part, que comme je me gratte la tête de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que on s'entend que c'est pas tous les jours que je déploie 50 firewalls, là, que comme puis on s'entend c'est sur le pilote automatique en plus. Fait que quand je vois la facture à la fin du mois, il faut que je me pose la question s'il y a quelque chose qui a bien marché ou pas. Mais en réalité, c'est de se rendre compte qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Puis c'est là que l'investigation, ça prend des mains pour s'en occuper. Là, c'est comme ça se fait pas tout seul. De savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, puis c'était quoi la cible. C'est tout le temps ça la question qu'on se pose. Là, c'est comme c'était quoi le but de tout ça? De déplacer autant d'énergie pour rien dire. Ben, bon, le premier élément par rapport à ça, puis ce qui me fatigue énormément, c'est de dire on n'a pas de budget pour ça. Là, on est en 2023. La cybersécurité est un coût inhérent à exister. Et là, de dire on n'a pas de budget pour ça, c'est assez difficile à comprendre, puisque, tu sais, si on remonte 5 ou 10 ans en arrière, OK, t'as pas de budget, puis de toute façon, les attaques étaient plutôt rares. Fait que, tu sais, bon, à ces époques-là, ça pouvait s'expliquer. À l'heure actuelle, ça s'explique difficilement parce que les attaques par déni de service sont, je sais pas, aléatoires, mais sont ciblées selon des contextes géopolitiques différents. Comme je mentionnais en entrée de jeu, les contextes géopolitiques ont beaucoup changé dans les dernières années. Le gouvernement du Québec et du Canada sont fait attaquer par déni de service dans les derniers 6 mois parce que on est associé à des éléments, on a pris position face à une faction X et la faction Y est fâchée parce qu'on a pris une position face à la faction X. Ce qui est normal dans un contexte de conflit. Et dès lors, là, sont tous surpris que se font attaquer par du déni de service. Je dis là, ça fait un bail, là. Puis du déni de service, là, c'est old-fashioned, là, des attaques Smurf, par exemple, des années 90, quand on était sur IRC et on s'amusait à placer quelqu'un avec une roquette qui faisait planter dans un autre bord. C'était du déni de service. Ça fait longtemps. Ça fait 25 ans qu'on le fait à petite échelle et de différentes façons. Et on parle encore maintenant de compagnies ou de gouvernements qui rechignent sur payer le coût que ça prend et que c'est un coût de base. C'est comme genre, c'est comme si on voulait acheter une auto sans ceinture de sécurité. Là. Essentiellement, là, pour moi, c'est ça. Ah oui, mais comment tu peux ça me coûte moins cher si tu m'enlèves ma ceinture de sécurité? Je dis, non, on n'est plus là. Mais la requête est encore là. Tu sais, je te vois, ouais, mais c'est ça. La requête, les demandes sont encore comme ça. Effectivement, je crois que c'est ça. Tu résumes bien les choses, puis c'est drôle parce que je m'en allais faire une bizarre de corrélation que dans les derniers mois, justement, je regardais les news, je voyais le gouvernement qui annonçait justement son allégeance à une faction ou à une autre. Puis dans la même journée, je recevais un téléphone de l'autre bord. Hey, qu'est-ce qui se passe? C'était comme automatique, c'est comme je pouvais quasiment prédire ça. J'avais pas besoin de devin, je faisais juste regarder les news, puis c'était assez pour savoir que ça allait brasser dans la cabane, comme on dit au Québec. Là. Puis de toutes les manières pas possibles en plus. C'est ça qui est le plus ridicule. Mais en bout de piste, faut-tu s'y attendre? Ben, je pense que oui. Mais c'est ça, les choses ont changé. Et c'est comme si les personnes qui étaient soit en position d'autorité ne s'étaient pas rendu compte que les choses ont changé. Genre, si on parle au niveau gouvernemental, quand on prend une prise de position face à une faction, que ça soit, tu sais, puis là, c'est pour ça que je parle d'une faction parce que je veux pas colorer de quelque choix possible parce que, tu sais, on peut faire le mauvais choix en tant que pays, là. Ça existe. L'histoire va nous le dire plus tard. De toute façon, c'est pas à nous à juger à ce stade-ci. Mais il reste que quand on fait ce genre de prise de position-là, ben, on est nécessairement face ou en opposition à quelqu'un d'autre qui est fâché par rapport à notre prise de position. Et incidemment, on va utiliser des moyens technologiques. Puis là, c'est comme si nos décideurs n'avaient pas compris qu'il y avait des moyens technologiques pour nous emmerder maintenant. Puis ça me fascine. Au début des années 2000, j'aurais pu faire comme, OK, fine, ça va. Je comprends. L'Internet n'est pas très grand ou pas très utilisé. Maintenant, on a l'État qui nous exige d'utiliser des services numériques, puis donc, ils sont réveillés à ça. Puis de l'autre côté, ils ne mettent pas les moyens en place pour protéger les services numériques qu'ils mettent en place et qui nous obligent comme citoyens à utiliser.
effectivement. De ce côté-là, je pense que t'as visé dans le mille. Ce qui me fait penser à quelque chose que, en fait, pas juste en termes d'utiliser les services, mais on dirait que c'est comme, ça c'est une autre problématique que moi je vois sur le plancher par rapport à tout ça, c'est que de plus en plus, puis c'est drôle parce qu'on s'en est parlé justement juste avant d'enregistrer, comment que c'est drôle, mais la plupart des clients que je rencontre aujourd'hui, on dirait qu'ils s'attendent, justement, ils s'attendent que c'est comme il y a quelqu'un qui va s'occuper de ces besoins-là, ou que ça va sortir de nulle part, ou que il doit y avoir quelqu'un qui a déjà comme configuré quelque chose. Il doit y avoir quelqu'un qui a déjà acheté une solution dans l'organisation. Ou mon fournisseur de service, il doit avoir pensé que ça serait intelligent de mettre, exemple, une protection contre le déni de service ou une protection volumétrique, peu importe en place. Puis c'est drôle, je l'ai vu quand même de façon très marquée dernièrement, que c'est comme, on dirait que c'est comme une attente de, hey, j'ai payé pour ci, j'ai payé pour ça, mais il y a personne qui a pris le temps de lire, j'ai payé pour quoi. Tu sais, c'est comme, ça fait partie des services, ça fait même partie dans certains cas, puis j'ai vu ça, même, j'étais allé piocher quand même très profond du côté du cloud, puis du cloud privé, pour se rendre compte que, t'as onboardé dans le cloud, est-ce que t'as un pare-feu? Première question. Puis en plus, tu sais, c'est une question bien stupide, là, parce que bien souvent, on s'attend aujourd'hui comme que ce soit un problème déjà réglé, pré-mis en place, ou qu'au minimum, je vais faire une shameless plug, là, mais que comme dans le sens que quelqu'un utilise Cloudflare au gros bon sens, là, version gratuite, là, on va se dire les vraies choses, pour dire j'ai un minimum de DDoS en place, ou que j'ai un minimum de quelque chose entre les mains, même si je veux pas payer, ben au moins j'ai mis quelque chose en place, là, tu sais. Mais dans bien des cas, tu regardes le setup du client, puis tu te demandes la personne qui te pose la question, puis c'est comme, il n'y a rien du tout, là. Il y a juste même, peut-être même pas rien. C'est juste une DMZ qui est carrément exposée avec les accès aux applications, là. Oui, Tu pars de nulle mais part, là. On c'est, part de c'est, loin. c'est- on part de très loin, puis ça démontre à quel point on a peu d'éducation au niveau des technologies ou de la compréhension de ce que c'est. Mhm. Là, on enregistre le 1er décembre. Je reviens d'Europe, j'étais assisté à un colloque et essentiellement, puis c'est très intéressant, puis ça rejoint un peu ton point, puis un peu des mythes qui circulent. Comme ils disent, les jeunes connaissent la technologie. Non, les jeunes ne connaissent pas la technologie. Les jeunes savent comment l'utiliser. Et il y avait eu une époque, puis là, il faudrait genre ça. La présentation était trop dense, puis j'ai pas tout rattaché ce qui a été discuté. Mais il disait essentiellement, avec l'arrivée des technologies, les gens vont comprendre la technologie avec le temps et donc vont être capables de comprendre comment ça fonctionne. La réalité, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, plus la technologie avance, moins les gens savent comment la technologie fonctionne et ils ne savent juste comment que l'interface qu'ils ont devant eux fonctionne. Et les compagnies font de plus en plus d'efforts pour masquer le fonctionnement qui est en arrière. Donc, on se fait, puis dans ton cas, puis ça doit être régulier, tu rencontres des clients qui n'ont aucune compréhension de ce qui se passe parce qu'ils ont tellement été distancés, ont tellement été éloignés du fonctionnement technologique. Là, tu parlais aussi en entrée de jeu genre, tu as une attaque, puis de toute façon, ton auto-scaling rembarque, fait que tu as un firewall, puis pouf, tu scales à 50 firewall parce qu'il vient juste tolérer la charge que tu reçois. Combien de tes clients comprennent l'autoscaling? Une minorité, probablement. Ils doivent même pas savoir avoir une idée tu sais, quand on se parlait aussi des coûts en entrée de jeu. Ils doivent même pas avoir une idée de comment que ça peut coûter, là. Tu sais, que c'est hallucinant, là, si tu veux vraiment. Puis je le prends souvent en exemple, c'est drôle, là, parce que que bien souvent on me fait des comparaisons, là, tu sais, de pas juste de solutions, mais fais juste faire prendre le calculateur d'Azure, fais juste cocher DDoS, comment ça te coûte par mois. Juste pour pouvoir dire j'ai un minimum mis en place. Je pense que c'est dans les 5-6 000 canadiens par mois. Juste pour dire Oui, je suis capable de répondre s'il arrive quelque chose. c'est très dispendieux. Puis c'est là, en plus, puis là, au-delà de promouvoir là, les services Les que vous GAFAM. offrez. Ouais, il y a les GAFAM, mais c'est parce que là, j'avais parlé de Google notamment. Et Ouais. lisez bien les clauses de chacun de vos fournisseurs parce que chacun a des approches différentes par rapport à ce genre de choses-là. Là, j'ai plugué des épisodes que j'ai déjà enregistrés avec Google notamment. Eux vont bloquer le DDoS sur le Edge.
parce qu'eux contrôlent leur réseau, ce qui incidemment va limiter la consommation des services qu'il va parce qu'il va être bloqué sur le edge. Et tout ça, toutes ces nuances-là sont très importantes parce que sur la façon qu'on va déployer les technologies, la façon qu'on va se protéger, ça a des impacts très importants. L'usage d'un service comme Cyberwall est très important parce qu'il se met à une certaine place. Puis là, d'ailleurs, j'avais un école de classe avec qui je parlais justement avant que je te parle. Puis on parlait justement le filtrage de Layer 3 versus du filtrage de Layer 7. Et à ce moment-là, comme on est dans un monde web, moi, ça me sert à rien de filtrer niveau 3. Ça me sert strictement rien. Je fais juste du filtrage niveau 7 parce que c'est juste là où la communication circule. Et c'est là où votre service Excel est en couche 7. Donc, ça sert à rien de filtrer en bas de ça. Mais c'est toutes ces affaires-là. Puis là, tu parles avec des clients, puis je te dirais, 7 fois sur 10, moi, ils comprennent pas ce que je dis. Et ça me débine parce que pourtant, j'aime ce que je fais, j'aime la technologie, j'aime les affaires dans lesquelles j'œuvre, puis j'ai beaucoup de passion par rapport à ça. Puis je regarde les gens avec qui je parle, puis ils ont tellement peu de compréhension avec qu'est-ce qu'ils ont dans les mains, puis tous les éléments technologiques là, super sharp avec lesquels ils peuvent manœuvrer. Là. Effectivement, ben c'est la même chose avec nous de notre côté, tu sais, quand on fait du support client, comment on fait de l'intégration, le trois quarts du temps, tu vois déjà en partant d'entrée de jeu que c'est comme pas vous dire tu pries qu'il arrive à rien, mais tu sais qu'il y a peut-être un 10% de compréhension là, tu sais, de qu'est-ce que ça fait réellement, puis qu'est-ce que ça apporte réellement, parce que le trois quarts du temps, c'est plate aujourd'hui. Là, on croit que la valeur est un petit peu dans l'air ou dans ce qu'on voit ou ce qu'on peut toucher, tu sais. Mais la valeur, des fois, est pas totalement là. Puis dans le contexte de la technologie, c'est là que c'est un petit peu particulier parce que il y a bien des choses, justement, que des fois, s'il faudrait que je commence à expliquer comment ça fonctionne, puis là, d'étape en étape de toutes les couches de qu'est-ce qui peut être fait, mis en place, c'est une longue discussion. Là. T'as pas tout le temps d'expliquer tout ça puis de t'assurer que tout le monde comprenne tout. Parce que c'est tellement profond de partir, comme on le disait tantôt, tu peux partir de la couche 3, mais de la couche 3, qui c'est qui s'occupe de ça aujourd'hui? Là? La plupart du monde, leur DNS passe déjà par des géants qui ont déjà réglé tous les problèmes, comme on le disait, là, d'entrée de jeu, que comme si tu fais DDoS par ça, ben on a un sérieux problème. Ou en tout cas, s'ils take down ça, ils viennent de take down 75% de l'Internet d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? C'est rare qu'on rencontre un client, exemple, qui fait affaire avec un DNS du coin de la rue, là, que tu une autorité qui sort de nulle part ou que tu sais, non, tu fais affaire avec GoDaddy, tu fais affaire avec Cloudflare, tu fais affaire avec quelqu'un de sérieux qui ont les moyens de te supporter puis de bloquer comme tu le disais, là, de toutes les couches jusqu'à 7, que c'est là que ça se passe vraiment. C'est là que l'action se passe, que comme je le disais, c'est pas tout le temps des attaques qui sont intense et qu'on voit que ça pète de partout. C'est rendu qu'on a des attaques de tous les formats, toutes les formes. Puis c'est là que c'est important d'avoir un minimum de règles. Puis c'est fou comment je le vois encore aujourd'hui. Juste quelque chose d'assez simple, mais juste bloquer l'accès à son panneau d'admin, bloquer l'accès à son login que personne n'utilise à part une personne, mais que tu sais pas, mais finalement ton login, c'est la plus belle porte d'entrée ou c'est le plus beau DDoS parce que c'est le point d'accès à ta base de données. Tu comprends? Tu sais, c'est tous des trucs qui sont pour nous, c'est un petit peu ouais, c'est ça, c'est la base. Je dirais que au plus fort du confinement où tout le monde était à la maison pour on n'était pas dans la chose, j'avais verrouillé. Là, c'est un exemple qui est pas tout à fait lié avec ce que tu dis, mais est quand même pas très loin. Mes accès d'administrateur dans un tenant étaient verrouillés sur mon adresse IP à la maison. Fait que dès lors, il n'y avait personne d'autre, peu importe où il est situé dans le monde, pouvait accéder à mon compte parce que mon compte ne pouvait qu'accéder qu'à partir de mon adresse IP à la maison. Et c'est tout. Donc, dès là, j'avais comme verrouillé cette structure-là justement pour m'arranger, pour pas être mis en exposition. Là, quiconque pouvait s'essayer, guesser mon mot de passe, me passer à travers Evil Jinx pour essayer de voler mon jeton d'authentification. Il peut essayer n'importe quoi. S'il y a mon adresse IP,
il rentrait pas. Fait que j'étais vraiment ultra padé sur toutes les structures qui pouvaient arriver, puis justement qu'on utilise mon compte d'admin pour briser. Et quand je parle avec la plupart des gens, puis même je parle avec des grosses PME, puis ils sont pas là du tout encore. Les grosses PME, je m'attendais qu'il y ait plus de ressources. Les petites PME, je peux comprendre, puis c'est un peu la nature de vos services, de s'assurer que, tu sais, payer vos services justement pour avoir à réfléchir ça, puis c'est un peu l'objectif de la valeur de vos services. C'est justement, je prends, puis je réfléchis plus parce que je délègue à quelqu'un d'autre qui est meilleur que moi. Puis c'est important. Puis beaucoup de PME auraient besoin justement de déléguer à quelqu'un qui est meilleur qu'eux autres. Ça aiderait beaucoup de situations malheureuses qu'on va passer. Là. Effectivement. Puis c'est aussi l'autre situation qui vient par après, c'est que comme bien souvent, on se rend compte que même si t'as quelqu'un à l'interne, que tu te dis, ah, j'ai quelqu'un qui s'occupe de ça, c'est pas la job d'une personne de régler tous les problèmes. Là, c'est comme. C'est un peu le même problème quand on est directeur d'entreprise ou comme plus haut placé dans l'entreprise. C'est comme tu peux pas porter tous les chapeaux. Là, ça m'a amené, ça te prend quelqu'un qui s'occupe de certaines autres choses. Sinon, il n'y a rien qui tient. Là. Tu réussiras jamais à régler tous les problèmes. Puis les problèmes reliés à une architecture ou reliés à comme carrément les fondations d'une entreprise, t'as plusieurs équipes qui doivent s'occuper de tout ça. C'est pas juste d'avoir une personne. D'avoir une personne, c'est déjà bien. On s'entend parce que la plupart en ont pas. Ou ils ont quelqu'un de délégué puis qui fait à moitié ce qu'il doit faire parce qu'il a pas le temps. C'est déjà ça, mais tu sais, comme dans la réalité, là, une vraie équipe de cyber, ça t'en prend une, puis pas juste une personne. Puis tu sais, c'est une job à plein temps, veux pas, là, puis je pense que peut-être un beau lien à faire un petit peu avec ce que le MCN essaie de faire, de devenir un peu le provider, de s'occuper de comme il y a rien qui soit oublié derrière au niveau gouvernemental. C'est la même idée, là. C'est que derrière tout ça, tu as tellement de, justement, de paliers de gouvernement ou de compagnies, finalement, qui sont, on peut mettre ça au même niveau, qui n'ont juste pas les moyens de dire j'ai une équipe à plein temps pour ça ou qui n'ont pas les moyens de dire moi, écoute, j'ai un expert que j'ai de un, que j'ai les moyens de payer, puis de deux, qui est opérationnel, là, tu sais, comme dans la réalité, c'est une personne, c'est probablement quelqu'un qui est volontaire d'apprendre la sécurité, puis que il fait son possible, tu sais, c'est ça la réalité des entreprises en général, c'est qu'ils ont les moyens d'avoir cette personne-là, mais la personne a fait son possible, elle peut pas tout automatiser à elle tout seule, elle peut pas comme faire le suivi sur tous les dossiers, elle peut pas tout mettre à jour, puis c'est là qu'on arrive avec des scénarios, c'est souvent cette personne-là qui finit par t'appeler pour te demander de l'aide parce que, tu sais, justement, sinon ça arrive pas. Là. Ouais, ben c'est là qu'on est rendu, là, où le fait que pour tout ce qui est PME, c'est plus facile et plus commode justement d'avoir ce genre de sous-traitants-là, comme vous autres notamment, qui les aident, qui les accompagnent pour aller plus loin. Parce que c'est des one-man shows qui doivent gérer des choses. Je l'ai fait à certaines époques de ma vie où j'étais le one-man show. C'est difficile de dormir le soir quand on est le one-man show pour ce genre de choses-là. Fait que d'avoir des alliés comme ça qui peuvent nous accompagner, c'est très, très utile. Mais il demeure, puis ça c'est ma personnalité aussi, là. C'est pas tout le monde qui est comme ça. J'aime comprendre comment les choses fonctionnent. Fait que c'est sous cet angle-là que j'interviens beaucoup, puis que je trouve un peu dommage que cette curiosité-là n'est pas partagée par tout le monde, disons ça comme ça. Parce que la cybersécurité est un univers où on doit, à certains égards, être très curieux, parce que les attaquants sont eux-mêmes très curieux. Et on est dans un univers, contrairement au TI en général, où on fait face à un adversaire qui veut notre mal. Quand on design un système TI, on est tout gentil, on est dans un monde de bisounours ou de calinours, tout dépendant du côté de l'océan qu'on est. Et c'est correct. Quand on est en cyber, nous, on regarde, il y a plein de gens qui veulent juste, soit pour le profit, soit juste pour prouver un point ou juste pour emmerder, vont vouloir casser le système, casser les affaires. Et c'est sûr qu'on n'est plus dans l'univers des vandales, du defacing qu'on avait dans les années 90-2000. Il y en a beaucoup moins. On n'est plus dans cet univers-là. Puis c'est vrai. D'ailleurs, ça me fait penser, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de defacing vraiment classique là, comme on l'avait dans les années 2000.
de genre de punk, cyberpunk, si on veut les nommer comme ça, qui faisaient juste comme faire du graffiti sur des sites web. Maintenant, on est vraiment dans le crime organisé. Les choses ont énormément changé. Mais bref, revenons au déni de service, qui était le sujet initial. Je vais juste te faire une quote rapide, je te dis, ça se fait encore. C'est juste parce que ça se fait sur des trucs moins importants, moins opportuns que juste d'effacer une compagnie. Effacer une compagnie, ça a un certain impact, mais c'est plus là que l'argent est. C'est plus là que, comme, tu sais, avant, ça avait une certaine valeur de faire ça. Là, aujourd'hui, la valeur, comme tu le dis, est plus dans le crime organisé, de comment je peux pallier à la place de perdre mon temps à faire des niaiseries d'enfants d'école, si on peut dire. De faire de l'argent finalement avec le fait que si tu as réussi à te rendre à défacer un site, ça veut dire que tu peux faire bien d'autres choses. Puis je pense que c'est juste ce flip-là qui s'est passé plus qu'autre chose. Ça se passe de façon différente, si on peut dire. Ben, le crime organisé a pris beaucoup de ce qui était des années 2000, qui étaient des jeunes trop curieux. Ça a basculé vers du crime organisé, faire de l'argent, qu'on est vraiment ailleurs. Et c'est ça que les entreprises ont de la misère à comprendre, qu'avant, on se défendait contre des ados dans leur sous-sol qui étaient en manque d'activité, qui étaient pas assez occupés, puis faisaient ce genre de choses-là. Maintenant, on se retrouve avec du crime organisé spécialisé, qui sous-traitent d'ailleurs également un autre aussi un certain nombre de leurs tâches. Donc, d'aller dans cette direction-là. Fait que les choses ont changé. Et puis, ça, on rebascule sur le déni de service, puisqu'on a un peu fait un croche. Justement, le crime organisé l'utilise comme étant une arme très forte. Ça fait une mention, puis c'est très intéressant, puis je ne sais pas à quel point vous l'avez vu passer. L'automne dernier, il y a eu des bugs dans les protocoles, qui est une stratégie déni de service qui est pas juste par pousser du volume, mais dans ce cas-ci, pousser du volume de requêtes qui a un effet multiplicateur sur le système qui le reçoit. C'est-à-dire que tu envoies la requête et au lieu de recevoir que le système qui reçoit pas une requête, il reçoit l'équivalent de 10 requêtes d'un coup. Fait que tu as comme un effet multiplicateur. On a revu ce genre d'éléments-là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. On a revu un défaut dans le protocole qui a ramené ces genres d'éléments-là par rapport à ça. J'imagine que vous l'avez vu un peu aussi, là. Ben, j'étais pour te lever un point là-dessus, parce que moi, je l'ai vu sur une autre forme. Parce que, tu sais, on s'entend, nous, dans le fond, de la manière que ça fonctionne, tu sais, côté ingénierie, on fait beaucoup de recherche et développement sur comment que le protocole fonctionne, c'est quoi ses faiblesses, c'est quoi ses points forts. Puis, en faisant des recherches, ben, tu te rends compte assez vite que, ben là, aujourd'hui, on ouvre la porte que les protocoles, tu sais, sont disponibles sur n'importe quel langage de programmation. Tu veux faire des requêtes vers X, Y, Z en partant de Python, en partant de C#, en partant de peu importe le langage. Oh, les librairies te permettent de faire des choses que plus que la technologie avance, plus qu'on dirait que ça avance pas forcément à force égale, si tu vois ce que je veux dire. Puis, bien souvent, ben là, tu vas avoir des trucs comme justement la possibilité, exemple, d'héberger ton propre serveur web à partir de, oups, je passe une petite commande Python, je pars mon propre serveur web. OK, cool, mais qui a validé que ce serveur Python-là ou ce serveur C#-là ou ce serveur... Chaque langage a réinterprété sa version. Si tu vois ce que je veux dire, d'un serveur web, ça ressemble à quoi? Puis là, on parle d'HTTP, on parle d'HTTP2, toutes les couches HTTP, finalement, là, qui sont tous très différentes parce que les protocoles, autant HTTP, HTTPS et HTTP2, fonctionnent tous différemment. Ça, on a même HTTP3 qui est tant que moi, un foutoir incroyable, avec tout ce qui passe en UDP et non en TCP. Puis là, ben, on ouvre une autre porte, une autre boîte de Pandore incroyable. C'est tout ça qui est comme, si on mélange tout ça ensemble, il y a de la recherche à faire dans tous les axes pour se poser la question, mais qui c'est qui a écrit ces librairies-là? Est-ce qu'ils ont suivi tous les standards? Est-ce qu'ils ont laissé de la porte à justement des compagnies de réutiliser ça d'une autre façon? Est-ce qu'ils ont laissé des portes ouvertes comme, ben écoute, le fonctionnement de ton serveur, ben c'est toi qui décides comment tu veux le rouler. Même si c'est un protocole établi, si tu vois ce que je veux dire. C'est toutes ces choses-là qui fait qu'aujourd'hui, ben on a des logiciels, on a des services en ligne qui utilisent ça en arrière, mais on s'en rend pas compte. Je vais juste prendre une ode très particulière parce qu'on est très proche de cette technologie-là. Tout ce qui se fait en JavaScript aujourd'hui, que quand tu regardes, c'est une boîte de Pandore incroyable. C'est incroyable le nombre de compagnies qui sont impliquées dans le développement de ce truc-là. C'est tout du open source.
Puis c'est la même chose pour Python, c'est la même chose pour PHP. Aujourd'hui, quand tu regardes vraiment où est-ce que c'est rendu, où est-ce que c'est parti, les portes sont énormes de ce que tu peux faire si tu sais vraiment comment que ça fonctionne derrière. Si tu passes le temps d'étudier ça, le problème, c'est qu'on est, à place d'avoir un setup qui est unifié partout puis qu'on pense que tous les troubles sont réglés, ben, on se crée du trouble à nous autres mêmes en ayant tout plein de logiciels qui marchent sur tout plein de technologies différentes, tout plein de librairies qui sont même pas officielles, qui sont supportées par la communauté, que tout le monde a ajouté son grain de sel de comment ça devrait marcher, comment ça devrait pas marcher. Puis là, c'est propre à la communauté de décider où est-ce que ça s'en va. Puis des problèmes qui en découlent. Puis c'est là que ça devient quand même intéressant parce que je veux pas ouvrir la boîte de Pandore de parler du open source, qu'est-ce que ça amène comme bénéfice et comme méfait, mais dans un sens, c'est un peu ça qui se passe. C'est que la réalité, c'est que tout ce qu'on utilise aujourd'hui, que ce soit sur notre desktop, sur notre cellulaire ou sur whatever, ça roule sur quelque chose. Puis sur quelque chose-là, ça a été compilé avec quoi? C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est que la couche de déni de service qui était existante il y a peut-être 10 ou 20 ans, ben avant, c'était pas compliqué, t'avais pas 50 options. T'avais pas 50 options parce que des exemples des serveurs web, il y en avait pas 50 modèles. T'avais Nginx ou t'avais Apache. La discussion s'arrêtait là. Il y avait rien là. Il y avait pas de tu peux installer XYZ, tu peux installer Lightspeed, tu peux installer des trucs finalement qui sont de la vapeur selon moi là. C'est comme toi des dérivés de ou des modules de, si tu vois ce que je veux dire. Que finalement, aujourd'hui, ben, on laisse la liberté à tout le monde d'interpréter tout ça. Puis c'est ça qui fait que finalement, des fois, on ne sait pas, mais on héberge un API, on héberge un service qui est dangereux. Parce que comme il n'y a jamais personne qui va prendre le temps dans l'organisation de tester si ben on a installé une librairie qu'on connaît pas, puis le meilleur exemple qui me vient en tête, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec Log4j. Fonctionnalité que tout le monde a installée, personne n'utilise. Puis que comme même un satellite dans l'espace a dans sa librairie, mais que c'est même pas pourquoi, là, tu sais, puis que comme let's hope one day que les aliens vont décider de l'exploiter, mais tu sais, on est rendu là, c'est que c'est comme on installe des trucs puis on sait même pas pourquoi. Puis c'est ça qui cause les DDoS aujourd'hui. Pour la plupart, il y a des plus grosses plateformes qu'on connaît, puis j'ai eu une discussion très intéressante au Hackfest cette année par rapport à ça. Comme de quoi qu'une des plus grosses plateformes connues mondialement en ce moment s'est fait take down avec une requête à la bonne place. C'est ce genre de sujet-là qu'on parle aujourd'hui. Là. Je suis même pas étonné. Oui. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ce qui s'est passé. Puis ça, c'était les vieilles attaques des années 90-2000 où on envoyait un ping mal formé ou des choses comme ça. Puis là, on faisait du déni de service facile avec ce genre de choses-là à ce moment-là. Il y a eu les passes où on faisait du déni de service avec du UDP. J'ai hâte de voir comme le HTTP 3 avec du UDP va sortir. Je suis pas super fan de l'idée d'avoir du UDP avec du HTTP. Par ailleurs, j'aime bien l'avoir mon VPN Wireshark, pas Wireshark, WireGuard, qui est en UDP, parce que d'avoir mon VPN encapsulé en UDP est beaucoup plus rapide que des espèces de vieux protocoles de VPN d'une autre époque. Mais cela étant, c'est un élément particulier. Mais d'avoir du UDP, c'est comme mettre un Uzi dans les mains d'un enfant. Fait que c'est hyper dangereux. Et si les sites web sont rendus à ce stade-là, on va avoir des défis très intéressants en déni de service qui s'en viennent parce que ça, tu peux blower à peu près tout et n'importe quoi avec du UDP sans conséquence et en forgeant ton adresse d'origine sans conséquence. Contrairement à du TCP, c'est plus difficile de forger puis il y a des conséquences. Et ta capacité de déni de service est beaucoup moins grande. En UDP, c'est juste malade. Et je suis pas sûr que tout ait été réfléchi correctement de ce côté-là pour accueillir le déni de service associé avec ce genre de choses-là. Là. Ben, il y a ça, puis il y a l'autre côté aussi de l'amplification. Le nombre d'attaques d'amplification possibles avec UDP. Quand on fait se penser à l'amplification DNS qui fait peur juste d'y penser. T'as peu, là, attends qu'on trouve un relais ou une façon de... Exemple, je vais prendre une idée idéologique super intéressante, d'utiliser Cloudflare pour faire un replay attack
sur du UDP en HTTP3. Aïe aïe. Là, t'as comme tous les pays du monde qui ont des nodes déployés en POP qui peuvent recevoir des requêtes à tout moment venant du cloud qui vont se multiplier entre eux. Tu sais, je veux dire, veux pas, dans UDP, tu peux choisir où est-ce que tu envoies ta requête, là, puis où est-ce qu'elle va revenir, là. Tu sais, c'est comme, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Si tu trouves cet éventail de possibilités-là, là, tu sais, c'est comme, OK, il va y avoir une adresse de retour quelque part, puis il y a quelqu'un qui va recevoir ma requête, puis qui va être heureux de la recevoir, si tu vois ce que je veux dire, là. Puis peut-être pas heureux de la recevoir. C'est pas sûr qu'il va être heureux, mais il va recevoir une requête. T'as tout compris. Mais c'est ce genre de truc-là que, clairement, il n'y a personne qui a testé ça ou qui a même prévu le coup encore de comment ça va se faire. Le temps va nous le dire ou la suite des choses va nous le dire, mais tu sais, c'est un sujet très intéressant puis d'actualité. Parce que bizarrement, je comprends pas, mais on dirait que tout veut s'en aller vers UDP, puis c'est comme. Ouais, c'est parce que ça coûte moins cher en termes de monter le canal. Puis d'ailleurs, ça me fait passer parce que je parlais de le VPN WireGuard qui est en UDP. J'ai des problèmes dans certains hotspots qui bloquent le UDP. Justement pour ces raisons-là de problèmes de des amplificateurs ça. Puis c'est genre, on réfléchit pas, on fait ça comme ça. Quand le HTTP3 va devenir la norme, donc on va devenir en UDP, on va avoir des problèmes très intéressants avec cette stratégie de bloquer qui va devenir incessamment invalide parce que ça va bloquer l'accès à tout ce qui est web à ce moment-là. Fait qu'on va se trouver dans des drôles de structures, des façons, des raccourcis de blocage qui sont, je pense qu'avec le temps, ne sont pas capables de résister à l'épreuve justement du temps. Là. Effectivement. Puis c'est, comme je disais, c'est une question de temps de recherche. Puis c'est encore une fois la même problématique qui est amenée par ce nouveau protocole-là qui est sorti de nulle part. Que les librairies que je parlais tantôt dans d'autres langages, que comme tu contrôles pas finalement qui a écrit le standard. Le standard date de où. Puis ça, c'est un autre sujet que je veux pas aller trop loin dedans parce que c'est comme une autre boîte de Pandore, mais c'est comme j'ai eu à gratter la chose un petit peu il y a pas longtemps, justement, pour me pencher sur le côté DNS. Quand tu regardes les RFP, les standards qui ont été établis par l'Internet, si on peut dire, on va se dire, il y a 20, 30, 40 ans, il y a personne qui a bien pensé à documenter les choses. Tu sais, aujourd'hui, c'est un standard de documenter les choses. Puis même encore là, c'est une faiblesse. Ben, il y a 20 ou 40 ans, quand quelqu'un a tapé les premiers RFPs pour expliquer comment le DNS fonctionne, il y a plusieurs zones grises puis plusieurs zones. Ben, c'est la même chose un petit peu malheureusement pour HTTP. Il y a plusieurs trucs qui a été écrit il y a longtemps puis peut-être qu'ils devraient être revisités, si tu vois ce que je veux dire, pour rendre les choses peut-être un petit peu plus smooth, pour éviter justement que ça continue, dans le sens que le monde continue d'implémenter des librairies ou des façons de faire reliant à tous ces protocoles-là qu'on utilise à tous les jours, puis que comme finalement, c'est quasiment rendu ça la quête pour le DDoS ou la quête pour trouver le déni de service le plus incroyable qu'on aurait jamais trouvé. C'est de regarder toutes les places qu'il y a des zones grises dans cette documentation-là, puis il y a bien des risques que malheureusement t'atterrisses sur quelque chose d'intéressant de l'autre côté. Aussi simple que ça. Oui, mais c'est fou. De toute façon, les vieux RFC sont un peu mal foutus parce qu'ils n'avaient pas anticipé où on est rendu maintenant. Et à bien des égards, on n'a pas évolué depuis ce temps-là. Fait que ça c'est un peu troublant qu'on n'a pas fait d'efforts plus intenses pour avancer les choses. On a pas mal couvert le volet déni de service. Y a-t-il des choses que tu voudrais rajouter qu'on n'a pas couvert, que tu crois qui seraient pertinentes? Pour le moment, je pense que je suis d'accord avec toi, on a pas mal fait le tour. Je pense même qu'on a débordé dans les langages. Puis qu'est-ce qui amène ces dénis de service-là aujourd'hui? Probablement qu'on aurait pu en parler encore longtemps des expériences clients ou des expériences de justement du monde qui. Tu sais, côté là, des expériences troublantes qu'on a pu avoir, mais je pense pas que ça vale la peine d'aller plus large là-dessus. C'est une réalité. Pas celle-là, là, ouais. C'est une réalité qu'il faut vivre avec, puis c'est une réalité que plus qu'on conscientise le monde justement sur l'importance de la chose, puis l'importance justement de bien lire sur qu'est-ce qu'on a acheté ou qu'est-ce qu'on veut mettre en place, finalement, je pense que ça serait ça.
s'il y a un takeaway à avoir sur la discussion. C'est vraiment ça qui est important, je pense. Mieux comprendre ce qu'on déploie, là. T'sais, mieux comprendre que c'est pas comme une télévision qu'on installe dans notre salon, puis c'est facile, puis on branche, puis c'est tout. Là, encore à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus complexe. On a intérêt à mieux maîtriser ces éléments-là par rapport à ça. Sur ce, je te remercie énormément. C'est toujours des discussions qui sont très intéressantes. C'est dommage pour les auditeurs parce qu'on a beaucoup de conversations en off qui est aussi également très intéressante. On devrait peut-être commencer à l'enregistrer un peu parce que je pense qu'il y a beaucoup de contenu intéressant là. Mais bref, toujours le même plaisir de discuter avec toi. Pareillement. À bientôt.